connu. Nous sommes encore là ce soir pour votre plaisir, mais surtout pour vous entretenir sur ce qu'est la vie de tous les jours, bien entendu, dans la métaphysique. Alors, une fois de plus, ce soir, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipold. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, de quoi est-il question ce soir? On va parler de ce qui se passe dans les lieux de service. Les services, alors, ça veut dire les bureaux, les marchés et les salons de coiffure. Tous les gens qui se concurrencient et qui utilisent des sous-bassements, c'est-à-dire des pratiques maraboutiques pour essayer de busquer leur commerce, mais sans laisser les uns les autres tranquilles. C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait prendre, grainer les clients à gauche, à droite, être le mieux vu du coin. Comme dans les lieux de service, être le mieux vu du patron. Voilà. D'accord. Donc, vous l'avez compris, nous allons passer 1h30 ensemble. C'est bien entendu avec notre chronique sur le thème lieu de service et commerce, comment éviter de se faire marabouter. Et cette chronique, elle va se faire en deux parties. La première partie, la deuxième partie. Et ce soir, nous avons prévu pour vous la page pratique qui a depuis un moment, vous ne l'aviez pas, mais spécialement pour vous ce soir, nous avons prévu une page pratique, bien sûr, sur les commerces et les lieux de service. Alors, je vous demande de vous asseoir confortablement. Notre train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de notre chronique. Métaphysique et société, lieu des services et commerce, comment y éviter le maraboutisme. La métaphysique nous permet de savoir que très peu de gens savent assez de choses concernant l'énergie universelle de la vie. Moins encore ce que représente celle-ci à l'homme pour sa survie. On ignore son universalité par rapport aux trois mondes qui en ont aussi besoin. Citons par exemple les plantes, pour qu'elles puissent croître, subsister, s'épanouir, elles ont besoin de l'énergie solaire. Quant aux animaux, bêtes et hommes, au cours de leur existence, ils en ont aussi besoin. Elle est baptisée énergie vitale. C'est elle qui nous permet de nous déplacer, nous développer surtout pour l'essentiel. Elle est le pivot pour notre évolution spirituelle puis divine. C'est l'énergie et qui est le carburant de toute existence. Nous n'allons pas nous attarder dans les détails pour parler de son rôle sur les objets tels que les aliments, un carburant d'un autre genre, mais disons que l'énergie en tant que carburant va servir aussi dans le cadre d'un mécanisme négatif du genre sort jeté, mauvais clin d'œil, blocage occulte, envoûtement, cauchemar, etc. Cette énergie se veut vibratoire. Pour que la chose marche, il faut que le pratiquant s'intéresse à elle. Il va l'utiliser facilement parce que ce dernier est doué de la haine et de la jalousie, quitte à ce qu'il lui arrive tôt ou tard un choc en retour. S'agissant de catalyser des vibrations électromagnétiques que condense la dite énergie, les pratiques retenues relevant de la magie noire utilisent des instruments maléfiques qui permettent de détruire les énergies des autres personnes. Cette énergie se répartit dans tout notre corps en trois systèmes, nerveux, glandulaire et organique, sous l'impulsion de deux typologies de vibrations circulatoires. La première concerne la circulation du sang, liée au vaisseau sanguin, et touche notamment les muscles, la peau, etc. La seconde concerne la circulation nerveuse, la circulation subtile s'agissant des chakras. Le fait que l'opérateur en magie noire, voire le sorcier, maîtrise une telle connaissance, cela lui permet de savoir facilement ce qu'il doit faire au cas où il tient à mettre le désordre dans l'organisme d'une tierce personne. Ce désordre peut se transformer en maladie chronique et ou sous forme de blocage, d'envoûtement, etc.
N'en déplaise à ceux qui ne croient pas à l'existence de tels phénomènes. Regrettablement, de cesse depuis longtemps, l'humanité a évolué ou s'est développée sur les bases spirituello-matérielles et non spirituello-divines, ce qui laisse entrevoir les recherches des formules dont le mécanisme destructeur ou perturbateur va jusqu'à déjouer l'ordre établi des lois de la nature. Par opposition à ces lois, les manigances des personnes qui maîtrisent les vibrations de tels champs magnétiques, cela leur donne la chance de perturber n'importe quel individu, pour le peu qu'elles tiennent à troubler son existence, que ce dernier soit une femme, un homme, un animal, chien, chat, mouton, etc. À utiliser cette énergie à leur guise. Cela inclut que ces praticiens ont un pouvoir qui leur permet d'être au-dessus des autres, les patrons des lieux. Quel que soit l'endroit, lieu de service, lieu de commerce, boutique, point de vente, la pêche, la menuiserie, salon de coiffure, le monde de Bayamselam, etc., semble-t-il tout est sous leur contrôle. Alors, nous voici de retour sur votre plateau du Monde Inconnu. Alors, professeur, tout à l'heure dans la chronique, on nous a fait part de l'énergie vitale. Est-ce que vous pouvez revenir sur la définition alors? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'énergie vitale? Bon, disons que ce mot est choisi exprès pour expliquer qu'il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Donc sa définition passe par le fait que nous vivons grâce à l'énergie vitale. Nous voyons le corps physique, mais nous ne voyons pas le double de nous, simplement parce que cette partie est imperceptible pour le commun des mortels. Il peut être encore perçu sous forme de l'aura et que les initiés peuvent facilement détecter et savoir à quel degré vibre l'individu et qu'on est en face de lui. Alors, dans l'énergie vitale, en fait, nous l'avons toujours défini sous, alors on a toujours parlé de ça ici lorsque nous parlons des naissances. Que le fœtus naisse, que le fœtus se développe dans le ventre de la maman, de la femme, et qu'il naisse un bébé, mais qui ne respire pas. On ne dira jamais que c'est un bébé, on va dire un mort-né. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie vitale n'y est pas, ne s'y est pas implémentée. Alors lorsque l'énergie vitale prend acte, ou bien alors s'approprie de la matière qu'est le fœtus de manière restée à l'état béant, toutefois l'énergie vitale n'y est pas, pour déboucher à un mort-né. Lorsque ce bébé sera en contact avec cette énergie, du moins, ce fœtus sera en contact avec cette énergie, directement, on a un bébé. Alors, au cours de l'évolution de l'être humain, cette énergie vitale existe et doit être entretenue. Alors, pour que ça soit entretenu, il faut un carburant qu'on a dû appeler la nourriture. Mais là, il y a trois types de nourriture. Il y a l'aliment céleste qui est l'oxygène. Il y a l'aliment neutre qui est l'hydrogène, de l'eau et tout. Bon, l'oxygène, l'air que nous respirons. Et puis maintenant, les nutriments, dont les aliments. Alors, l'énergie vitale est donc cette essence de vie qui est en nous et qui peut être perturbée par certaines personnes qui maîtrisent la science du fonctionnement de cette énergie. Alors ces personnes sont donc des sorciers qui en savent quelque chose. Ces personnes sont des initiés qui en savent quelque chose. Donc, en quelque sorte, lorsque les gens disent la magie n'existe pas, c'est parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Bon, moi, je n'ai pas besoin d'expliquer les choses comme pour dire que c'est trop compliqué à comprendre. Non, c'est simple. Cet exemple de bébé, c'est aussi simple que bonjour. Parce que, alors, pourquoi les uns restent sur le banquet, du moins la planche, hein, et on parle des ensevelir, et les autres se mettent debout et puis ils grandissent avec nous.
Donc, il y a un problème, c'est qu'il y a quelque part, il y a une absence de la vie, donc de cette énergie vitale. Voilà. D'accord. Alors pour ça, tout à l'heure, vous aviez parlé pardon, de l'aura. Et vous nous aviez fait comprendre qu'à l'œil nu, ce n'est pas visible, mais seuls les initiés peuvent percevoir cela. Mais quand vous parlez d'initiés peuvent percevoir, est-ce que c'est-à-dire qu'il a besoin peut-être de se retrouver dans son sanctuaire, faire des incantations pour pouvoir voir votre aura, ou alors à l'œil nu, entre guillemets, c'est-à-dire juste devant vous, il peut détecter que voilà quelqu'un qui a une aura brillante ou pas? Alors, c'est possible qu'après qu'on ait entraîné un peintre à percevoir les différentes consonances de couleurs, qu'il puisse dessiner un coin du ciel que tout le monde est en train de regarder, mais on n'arrive pas à distinguer les différents éléments qui composent l'ensemble de comment je peux dire, des couleurs, quoi, des couleurs, des mélanges, voilà, de cette partie du ciel, mais qui seront par contre représentées sur sa toile. Et puis, on va facilement distinguer alors ce que l'œil nu ne pouvait pas voir parce que n'étant pas entraîné. Donc, tous les artistes ont quelque chose de plus sur les non-artistes dans des domaines qui sont les leurs. Par exemple, un musicien, il va produire des sons qu'il ne prend que au niveau des archives akashiques, c'est-à-dire qu'il ne prend que dans l'astral, qu'il ne prend ça nulle part ailleurs. Parce que là, je parlais de la musique inspirée. Parce qu'il y a des musiques copies-collées. C'est-à-dire, on joue le ndombolo, tu joues le ndombolo. On joue le makossa, tu joues aussi le makossa. On fait un slow, tu imites en fait, une sorte de plagiat. Parce que même en reprenant un rythme, en disant je fais de la rumba, ou bien je fais de makossa, ou je fais de la siko, il y a quelque chose dans ça, chez certaines personnes, où on a l'impression que c'est original. Donc, c'est cela l'aspect d'un initié qui peut être quelqu'un qui est initié dans quelque chose qu'il n'a pas appris au cours de cette existence, parce que les grands compositeurs de musique ne sortaient pas des conservatoires. Ah non, ceux des conservatoires sont là pour interpréter les sons et que les personnes avant qui n'étaient pas passées par ces conservatoires ont laissé comme héritage. Alors, c'est dans ces registres que tu peux trouver donc des personnes qui n'ont pas besoin d'être initiées pour pouvoir percevoir l'aura. Mais, en règle générale, c'est une formation sur la base métaphysique qui vous permet, vous qui n'avez pas ça comme l'inné, qui ne rentrez pas dans le cadre de votre tempérament des bases, vous êtes obligé de vous mettre à l'école qui vous permettrait de décrypter les différents rayons qui sont placés tout autour du corps humain, d'un individu, jusqu'à en déterminer la couleur, en fonction du développement de l'individu. Alors, vous parlez de 3 systèmes nerveux, glandulaires et organiques, et vous parlez de 2 typologies de vibrations circulaires. La première concerne la circulation du sang, vaisseau sanguin. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications sur la première, c'est-à-dire qui concerne la circulation du sang, et la seconde qui concerne la circulation nerveuse? Alors, nous sommes dans un registre où nous parlons de la magie. Un bon magicien doit savoir comment fonctionne l'organisme de l'individu qu'il veut attaquer ou il veut guérir. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des prototypes de marabouts, de personnes qui sont plus des guérisseurs, qui sont des tradipraticiens en fait, simplement parce que à la source, ils ne comprennent pas qu'il y a matière à prendre ou à se cultiver. Alors, le sang
une double dimension. Le sang a une dimension en tant que liquide, donc physique. Bon, mais en tant que liquide fluidique, a aussi une dimension esprit. C'est pourquoi, dans les pratiques, on dit qu'il faut tuer la bête et laisser couler son sang et manger la chair pour ceux qui veulent en manger et laisser le sang tranquille. Mais les anciens, donc les initiés d'anciens, certains ne mangeaient pas de la viande, mais prenaient le sang. Alors, pour busquer leur énergie. Parce que le sang entre dans les canaux, dans une tuyauterie qu'on appelle le vaisseau sanguin. Et dans cette tuyauterie, on dit qu'il circule. Ça, c'est des découvertes qui se sont qu'on a eu après le 15e siècle. Parce qu'un peu avant, on disait que le sang ne circulait pas. C'est Galien qui le disait, le père des pharmaciens. Alors, bien après, on a constaté que le sang circulait. Mais la circulation du sang n'est pas comme ce qui se passerait avec un marigot ou bien une rivière. Parce que c'est fluidique. Il suffit de se blesser et voir comment ça se passe. Alors, non, c'est doté d'un esprit, d'un système vibratoire et qui fait en sorte qu'il y ait un lien entre cette circulation qui est d'ordre, qui rentre dans les canaux qui sont perceptibles parce que au niveau de la médecine classique, cette circulation du sang, on travaille sur ça lorsqu'il faut une chirurgie. On peut savoir comment faire à ce que le sang ne coule pas beaucoup pour que la personne ne perde pas le sang. Et tout, bon, donc, ils comprennent cette histoire de cette manière. Mais ça reste physique, ce n'est pas métaphysique. Alors, ça commence à être métaphysique lorsque on a, derrière cette circulation du sang, une autre forme de schéma circulatoire qui passe par la circulation de l'énergie vitale. Alors cette circulation d'énergie vitale passe par un champ, du moins une roue, qui peut être considérée comme le serpent qui avale sa queue, où on va de la colonne vertébrale de la tête au niveau du zénith, du sommet de la tête, en passant par le bassin et ça revient. Alors c'est baigné par des organes qu'on appelle les chakras, alors que le sang, c'est baigné par des organes qu'on appelle le cœur, le foie, les reins et tout. Alors, donc là, il y a deux systèmes circulatoires qui sont donc reliés par le système glandulaire, dont j'ai fait allusion dans la chronique, mais sans revenir, en parlant des typologies, sans y revenir parce qu'il faut comprendre que c'est comme des transformateurs ou des accumulateurs d'énergie, ces glandes en question, surtout les glandes endocrines, bon, qui font le travail de condensation d'énergie venant du système nerveux central et qui transmettent cette énergie petit à petit au niveau des organes pour assurer le bon fonctionnement des organes. Donc, c'est une intelligence divine qui nécessite beaucoup de réflexion pour comprendre la chose. Alors, voilà. Professeur, si vous me le permettez, on va ouvrir juste une petite parenthèse sur les chakras. C'est quoi exactement les Alors, chakras? Les chakras, c'est des points, comment on peut dire ça, focaux, d'énergie qu'il faut développer pour son élévation divine. Parce que la spiritualité, ça peut rester au niveau du cerveau. Tout le monde est spirituel lorsqu'on est religieux. On parlait de la spiritualité. Là, il faut voir de quelle spiritualité est-il question. C'est une spiritualité positive ou négative? Alors maintenant, lorsque vous faites le développement des chakras, là, vous changez. Vous vous élevez vers une spiritualité qui vous conduit à la divinité. Donc, vous êtes en train de vous diviniser.
Donc je crois que c'est complexe et c'est quelque chose qui nécessite une édition entière, qu'on va y revenir pour que je ne mette pas à dire des choses qu'il va falloir bien expliquer davantage. Voilà. D'accord. Bon, professeur, tout à l'heure, vous aviez dit que l'énergie vitale a besoin d'être nourrie et vous aviez pris la peine de citer trois aliments, si on peut les appeler ainsi. Mais de ces trois aliments, quel est celui qui est nécessaire à garder l'énergie vitale en vie, si on peut, oui, et aussi à grandir cette énergie vitale? C'est l'oxygène. On peut rester 3 mois sans manger, donc sans s'alimenter de manière à prendre des nutriments, parce que dans les 2 catégories de nutriments, il y a les macronutriments, les micronutriments. On peut se substituer de ça et prendre rien que de l'oxygène pendant tous ces temps. Bon, donc on ne peut pas rester une semaine sans respirer. Bon, peut-être qu'on peut rester 1 heure sans respirer, là, c'est une autre dimension, même une journée sans respirer, mais c'est une autre dimension qu'il faut bien noter que ce n'est pas à la portée de n'importe qui, mais tout le monde peut jeûner pendant des jours sans rien avaler. C'est-à-dire que vous pouvez faire 1 semaine, 2 semaines sans rien avaler. Alors, on peut aussi, parmi l'ordre de nécessité, après l'oxygène, il y a l'hydrogène dans l'eau. Parce que l'eau est d'une portée qui permet aussi de nettoyer l'organisme, pendant que l'oxygène nourrit aussi l'organisme et surtout le cœur. On ne peut pas rester sans oxygène parce que le cerveau ne sera plus nourri. Essentiellement, sa nourriture, c'est cet oxygène-là. Maintenant, les nutriments, ça, c'est les aliments négatifs qui nous rendent malades. Si nous ne mangions pas, nous ne devrions pas mourir. Du tout, du tout. Mais nous accordons plus d'importance à ces nutriments-là. Bon, parce que nous mangeons déjà, puisque nous respirons, nous mangeons, nous nous alimentons de l'aliment positif. Bon, nous prenons de l'eau, c'est aussi un aliment neutre, mais qui a des éléments positifs, dont l'oxygène en plus. Mais les nutriments n'ont rien que qu'est-ce que je peux dire, des subsides d'éléments pour renforcer le corps en termes de lipides, de glucides et de protéines. Mais lorsque nous mangeons pas en termes de lipides, qu'à la place des lipides, nous mangeons plutôt des protéines, qu'à la place des glucides, nous prenons plutôt du sucre, et qu'à la place, qu'est-ce que j'ai dit, à la place des protéines, nous prenons les protéines, à la place des glucides, nous prenons du sucre, et à la place des lipides, nous prenons des huiles. Alors là, on fait erreur très grave pour notre évolution d'abord physique, parce que ça nous rend malades. Nous avons le diabète, l'hypertension et tout. Nous allons même jusqu'à avoir des cancers. Ça dépend de quel genre de protéines nous mangeons. Si c'est des produits, des boîtes de conserve, des œufs non fécondés et autres. Alors nous préparons notre organisme à des situations très, très dangereuses. Et là, c'est une perturbation comme pour dire que nous mettons du désordre dans le corps. Alors, à partir de là, l'oxygène ne sert plus à rien parce qu'en fait, nous ne respirons pas conséquemment. C'est-à-dire, nous n'utilisons pas nos poumons comme il faut. Et il faut le voir, des gens de mon âge, combien ils souffraient à courir lorsque peut-être il est en train de suivre une occasion, une voiture qui doit nous prendre et que on se retrouve dans une situation, peut-être un bus, il faut courir après le bus parce que c'est en train de partir. Alors comment on sera presque essoufflé à l'intérieur de la voiture? Et ça, on rencontre ça même chez des jeunes diplômés qui sont des cadres de grandes entreprises et qui font très mal du sport après avoir bu des sucreries et des bières, font les 1-0 tous les dimanches, je ne sais pas moi quoi, sous prétexte qu'ils entretiennent
leur santé, et puis, paf, donc ces nutriments, on n'en a pas besoin dans le sens qu'on en prend. Parce que prenons par exemple quelqu'un qui mange un plat de riz qui est l'équivalent d'1 kilo. Je dis un plat, l'équivalent d'1 kilo, parce que le riz a un problème. On met 1 kilo de riz au feu, ça fait 10 kilos, 8 kilos, 6 kilos. Et ça, on va servir toute une famille. Alors, dire à quelqu'un qui a mangé 1 kilo de riz, vraiment, il dit, mais attends, mais tu es malade, toi. Mais j'ai mangé un plat. Mais alors que son plat pesait 1 kilo. Bon, il en prend 3 plats par jour, plus les petits trucs et tout, se retrouve à 5 kilos de nourriture. Le lendemain, je le dis toujours, le lendemain, il défèque 500 grammes de sel, toute la journée. Alors, ça veut dire que sur 3 kilos, il a conservé 2,5 kg. Alors, est-ce que les 2,5 kg sont donc les nutriments? Non, parce que les nutriments partent des aliments en quantité infinitésimale, dont en des substances très très subsides, qui vont donc remonter au niveau du sang et du moins du foie. Et le foie va voir si ces éléments-là sont nécessaires à être emmagasinés ou que ça passe directement dans le sang. Alors, si ça rentre dans le foie, ça veut dire que ça relève des protéines, des lipides et les glucides. Mais si c'est les huiles, alors, ne connaissant pas cette huile-là, ça va passer directement dans le sang et puis ça va revenir dans le tube digestif pour provoquer une constipation, ça peut aller bloquer le pancréas, on devient diabétique, ça peut bloquer le système circulatoire, on devient hypertendu. Alors, donc, pour faire la spiritualité, il faut déjà savoir comment manger. Et là, vraiment, ce n'est pas les religieux qui vont me dire si j'ai raison, hein. Au contraire, il faut prier seulement. Et la spiritualité est faite là-bas, c'est comme ça. Je pense que, professeur, vous allez avoir le temps de revenir sur, peut-être en faisant des émissions. Oui, spécifiques sur l'alimentation et la métaphysique. On va y revenir. D'accord. Voilà. Donc, on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de notre chronique et on revient juste après pour la suite des questions. Comment éviter de se faire marabouter? Pour bien faire circuler cette énergie dont il est question dans la première partie de notre chronique, on passe parfois par les cauchemars, couches, repas de nuit, les travaux forcés nocturnes, etc. La victime est simplement une proie. Elle ne peut se débarrasser de ces énergies fortement négatives. Les acteurs de ce manigance, pour avoir développé une méthode qui va au-delà de la pleine conscience, vers des solutions positives transformatrices de la société, vont jusqu'à perturber les personnes de leur entourage. Mais tous ceux qui sont des proies le sont essentiellement par le fait de leur faiblesse d'esprit. Ces personnes vivent de leur tête et non de leur cœur et n'arrivent pas à se rendre compte qu'elles sont des êtres vivants autant que les autres. En effet, en retrouvant une structure corporelle de la cellule solide liquide à la cellule gazeuse, nous sommes tous identiques, ce qui permet que notre énergie puisse mieux circuler, afin que nous ne puissions pas périr, au mieux de repartir dans un nouveau corps, le moment de la réincarnation. À ce stade, notre équilibre énergétique se constitue de manière naturelle dans l'au-delà. Du point de vue métaphysique, le travail est un devoir et obligation liée à l'existence de tout un chacun. C'est aussi l'art de souffrir, car sans la souffrance, on ne peut rien comprendre de la vie. Si le travail nous éloigne de ces trois grands mots, les ennuis, les vices et les besoins, il va sans dire que, selon certains, il nous expose d'une part à une sorte de compétition entre collègues et d'autre part ne nous met pas à l'abri des convoitises et la jalousie des collaborateurs ou des copains, membres de famille, etc. Être victime de mauvais œil, c'est ce qui se dit souvent, comme pour indiquer que le mauvais œil, c'est en somme
un quelconque art de regard malveillant, un regard qui serait chargé d'énergie néfaste, qu'une certaine personne peut jeter un sort à l'autre dans le but de la nuire ou simplement la déstabiliser. En règle générale, le mauvais œil est une attaque énergétique malveillante qui n'est pas obligatoirement exercée par le regard, mais aussi par d'autres moyens occultes susceptibles de ne pas être connus de commun des mortels. Une telle attaque peut être l'œuvre d'une personne qui cherche volontairement à faire du mal à autrui. Ou bien cela ne peut être que le résultat involontaire de la haine ou de la jalousie violente que cette personne dirige envers l'autre. En effet, quelqu'un de votre entourage peut aussi vous jalouser sans le vouloir véritablement, comme si elle était téléguidée, c'est-à-dire sans délibérément vouloir vous faire du mal. Mais au-delà du mauvais œil causé par la jalousie qui est très fréquent, il y a aussi des instruments qu'on utilise pour faire du mal, des blocages occultes ou orchestrer comment jeter les sorts. Tout ceci peut sortir dans l'utilisation des formules alignant des objets issus des minéraux, pierres précieuses, sel et autres, ou des plantes, encens, autres poudres occultes, etc. et même provenant des animaux, œufs, entrailles des bêtes, fientes, etc. Malheureusement, une telle attaque se produit même en absence d'une volonté explicite de la victime, par suite d'une simple force de l'énergie négative vibratoire. Professeur, tout à l'heure, à la première partie de la chronique, vous aviez parlé des systèmes et bien entendu des vibrations. Vous avez parlé, je vais dire comment, vous les aviez rangées en deux groupes. Il y avait celle qui concernait la circulation sanguine et le nerveux. Maintenant, moi je voudrais savoir quel est le système qui est touché pour peut-être faire en sorte que ma voisine qui est au marché ne puisse plus avoir autant de clients. Ouais. Bon, disons, c'est un phénomène qui va dans tous les sens. Dans tous les sens, d'abord parce que l'environnement dans lequel on vit, on va s'accaparer de ça parce qu'il y a l'énergie interne et l'énergie externe qu'il faut maîtriser. Bon, maintenant, lorsque on a fait des pratiques par rapport à son environnement, ces pratiques vont dans le sens à perturber le champ magnétique de l'autre. Et là, la personne ne bénéficie plus de son magnétisme qui permet à ce qu'il attire des clients. Son magnétisme personnel est perturbé au point où, même quand il est en échange avec des clients ou avec un client, alors c'est comme si ce qu'il disait à ces clients-là n'était pas en train de l'écouter. Ces idées directement se transforment parce que c'est un bain vibratoire électromagnétique qui se déverse à cette zone par rapport au dispositif mis en place pour plutôt catalyser les énergies vers la personne qui utilise ces dispositifs. Bon, maintenant, au niveau du corps de l'individu, puisque la personne que nous sommes, nous ne nous sommes pas appropriés de notre être en totalité. Nous avons notre corps pour l'habiller, pour le laver, pour le peindre au niveau des yeux, en ce qui concerne la voisine, de quelque part. Bon, on met des parures dont on ne connaît même pas
les champs vibratoires de ces parures. Parce que lorsque vous mettez une bague, vous devez savoir quel est le métal, comment ça vibre. Et quel est les rapports vibratoires qu'il y a entre ces vibrations propres et les vôtres. Est-ce que ces vibrations sont compatibles ou pas? Alors, à partir de là, vous aviez un outil qui apporte quelque chose à par rapport à vos chances, apporte quelque chose. C'est la même chose des habits que nous portons. Alors, il y a des tissus qui ne nous permettent pas de gagner un marché. Vous pouvez mettre une veste tirée à 4 épingles, vous avez votre développement personnel bien aguerri parce que formé par des grands coachs de ces milieux. Alors, si bien que votre manière de vous exprimer même étonne déjà vos coachs. Et là, on dit, bon, écoute, si c'était un chien de chasse, vous êtes déjà bien grelotté. Alors, vous allez bien aboyer et puis votre grelot va bien faire du bruit. Mais arrivé à ces milieux, les vibrations qui sortaient de votre habit éloignent le coude de ce genre-là. Et c'est mettre seulement à dire que maintenant, c'est quel tissu qu'il a comme ça, parce que leurs yeux scintillent d'un scintillement qui n'a rien à voir avec le genre d'habit que vous avez porté dans le sens à dire que peut-être c'est un brillant. Non. Et là, on ne vous écoute pas, mais vous parlez quand même avec eux. Donc, c'est comme ça que lorsque vous êtes sur le champ de l'autre qui maîtrise, du moins, qui est implémenté ces vibrations tout autour de ce champ, vous y êtes. Peut-être ce champ peut être d'un rayon d'un diamètre d'1 kilomètre. Alors, tous les commerçants ou tous les gens qui travaillent dans ces champs sont sous l'influence de ces vibrations. Et là, c'est parce que vos organismes, sur le plan de la circulation du sang déjà, vous avez le diabète, vous avez l'hypertension, vous avez développé des constipations opiniâtres qui perturbent le fonctionnement de votre organisme déjà et qui entraînent des paludismes et tout de temps en temps. Alors, sur le plan subtil, la circulation de l'énergie s'est fait aussi mal. Donc, il y a une adéquation entre les deux systèmes, le système nerveux, le central nerveux, et le système glandulaire dans ses arrière-plans, le subconscient, le supraconscient et tout. Tout est en désordre. Et là, vous êtes à la merci des pratiques de la magie noire. Ça ne veut pas dire que celui qui fait ces pratiques-là, lui, il n'a pas le même problème. Non, il vit aussi autant que toi, vous vivez ensemble des bières et tout, mais sauf que lui, il a un outil qu'il utilise parce que il faut reconnaître une chose, les Blancs n'ont pas développé leur pays par la prière. Ils n'ont pas eu les armes parce qu'ils ont trop cru en Dieu. Les missiles ne sont pas là parce qu'ils ont laissé les réserves de matières premières d'Afrique ou d'ailleurs tranquilles. Mais ils ont utilisé de la magie noire. Et c'est cette magie noire-là qui ont développé les États-Unis et l'Europe. Alors, maintenant, est-ce que le développement d'un pays par le biais de la magie noire ou le développement du commerce d'un voisin par la magie noire, où vous le voyez, en début d'année, à peine il commence avec son commerce, en fin d'année, il a une RAV4. Bon, il a sa boutique, ça grandit. C'est pas ça le développement. Vous qui avez vos petits, vous avez commencé tous à vendre les souliers, les babouches et tout. Alors lui, il est dans le prêt-à-porter déjà vitré, hein, avec des mannequins et tout. Mais comprenez que ce n'est pas là le développement. Si c'est qu'il s'est même permis à empiéter sur votre champ magnétique pour empêcher que vous n'ayez pas de clients, pour que tous les clients viennent vers lui ou vers elle, alors il s'embourbe davantage. Parce que qui crache en l'air doit recevoir de ces crachats sur lui, en plein visage, puisque ça ne va pas rester en l'air. Ça doit retomber. Mais disons quand même que pour l'instant,
lui, il est en haut, comme on a Ah ben oui, l'habitude de les dire au États-Unis Cameroun. sont toujours en haut, malgré les années d'esclavage, de tueries et tout. Bon, mais jusqu'à quand? Bon, en tout cas, pour l'instant, C'est ça. ils sont Voilà. toujours en haut. C'est comme ça que Mais- les gens doivent Mais, comprendre mais les choses. professeur, tout à l'heure, vous aviez dit que la personne, ou alors le voisin qui fait en sorte qu'il vous prend vos clients, crée un magnétisme autour de vous, mais lui, il a un instrument. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que du fait, parce qu'il est monsieur tout le monde, c'est-à-dire il mange mal et tout le reste, donc il a les mêmes problèmes que vous, mais l'instrument qu'il a, c'est quoi? Est-ce que c'est un bâton? Qu'est-ce qu'il a qui fait en sorte que lui ne soit pas affecté par ce champ qu'il a créé lui-même? Non, il crée un champ à son avantage. Quand j'ai ma baguette magique, c'est pour moi. Les vibrations de ça doivent être en consonance avec moi et c'est fait pour ça. Alors ça peut être une baguette de protection. Si tu es militaire, on tire sur toi. Sauf si c'est qu'on te vise, mais si c'est dans la guerre, comme ça que c'est juste... Parce que la guerre, on ne vise pas les gens, on tire seulement. Celui qui tombe, tombe. Oui. Donc il y a les balles perdues. La preuve, en guerre, on tue les civils, mais souvent c'est pas... Les dégâts collatéraux. Voilà, on ne vise pas les civils. Alors donc quand tu as un outil, mais les balles qui ne te concernent pas ne viendront pas vers toi. Alors donc ça peut aller comme ça jusqu'à dire que celui qui met son dispositif comme un totem ou bien comme je ne sais pas quoi, c'est pour lui, c'est pour busquer sa chance. C'est comme si vous mettez une bague porte-bonheur ou bien un talisman, un pentacle. Bon, vous avez quelque chose dans votre, comme on parlait de porte-monnaie spirituelle, où vous avez votre porte-monnaie qui vous favorise le gain d'argent, sans que cela soit forcément que ça fabrique de l'argent, mais que ça crée un environnement propice, magnétique, Avec de l'argent. qui fait que vous aviez facilement de bons contacts, vous avez au bon moment, au bon endroit, et quant à ce qui concerne l'argent. Alors, vous nous dites que métaphysiquement, en fait, selon la métaphysique, Mhm. le travail, c'est aussi l'art de souffrir. Ouais. Donc, mais celui-là qui met donc ce dispositif pour pouvoir avoir les clients des autres, Mhm. est-ce qu'à ce moment-là, il respecte encore l'art de souffrir? Non. Non. Mais il souffrait quand même parce que faire même ces choses, c'est pas facile. Parce que vous ne savez pas comment il faut les nourrir. Il y a toujours la souffrance quelque part. Celui qui se lève le matin ne se lave pas. Et ne se brosse même pas les dents parce qu'il n'a même pas le temps pour le faire. Souffre moins par rapport à celui qu'il faille qu'il se rase et se brosse les dents. Et regarde si c'est bien coiffé. Bon, pour vous les femmes. Et puis maintenant, tu te laves. Et tu te laves minutieusement. Et tu cherches maintenant les genres de parfums qu'il faut pour les aisselles, ce qu'il faut pour le cou, ce qu'il faut pour le visage, pour les genoux, pour les coudes et tout, parce que ça ne doit pas se noircir, pour partout, pour partout. Et là, tout ça, ça vous prend pratiquement 1 heure du temps. Alors, tellement c'est beau, quand vous sortez, vous êtes comme un bijou, mais vous avez souffert. Mais est-ce que c'est une souffrance bénéfique? Parce que je pense que quand on dit l'art de souffrir, ça devait être sûrement une souffrance, je vais dire, honnête. Toutes les souffrances sont bénéfiques pour le peu qu'on ne ressente pas la souffrance en ça. Quand on dit que, du point de vue métaphysique, le travail est l'art de souffrir. Parce que c'est grâce à la souffrance que nous devenons le maître de la vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends plaisir à souffrir en travaillant. C'est donc dans le sens d'un travail fait par vocation, où on fait prévaloir ses dons
dans ce travail-là, ça se passe comme un aspect, une situation ludique chez les enfants. Ils jouent toute la journée. C'est-à-dire, un enfant peut commencer le jeu à 8 heures, il oublie qu'il doit venir manger à midi. Il continue à jouer jusqu'à 16 heures. Quand il se fatigue, il vient, il se couche, il dort, il ne mange même pas. Alors, s'il se réveille et que ses amis sont en train de jouer encore, de passer par-ci, par-là, il quitte. Il commence à courir derrière eux. Mais si tu dis à un enfant, joue, si tu ne joues pas, je vais te taper. Non, il ne va pas jouer. Il va jouer 1 heure, 2 heures, mais même pas. Il va commencer à pleurer. Parce que là, il est dans une situation de la souffrance par contrainte. Alors qu'une souffrance qui vous arrive par vocation, où vous vous exprimez, vous extériorisez vos dons, alors ça fait que vous souffrez, mais vous ne souffrez pas. Vous pouvez rester assis à écrire, par exemple, pour ceux qui sont des écrivains, ils peuvent rester assis à écrire dès 8 heures qu'il arrive au bureau, il s'assied, il écrit jusqu'à 23 heures. Il ne se lève pas, il ne prend pas de petit déjeuner, il ne fait rien parce qu'il voudrait qu'avant la fin du mois, son livre soit à l'imprimerie. Alors, donc, là, c'est une souffrance, mais laquelle alors? C'est la meilleure souffrance, c'est de ça qu'il est question, non? Donc, quand vous souffrez pour gagner votre vie, ça vous édifie et ça vous élève. Voilà. D'accord. Alors, si on revenait un peu sur le mauvais œil, vous avez fait allusion dans votre chronique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le mauvais œil? Bon, alors le mauvais œil, en somme, c'est une expression. Il m'a coupé l'œil. Bon, on dit ça comme ça. Et parfois, c'est vrai, il lui a coupé vraiment l'œil. Parce que vous voyez quelqu'un vous coupe l'œil comme ça, regarde ailleurs. Et lui, sa façon de couper l'œil n'est pas gratuite. Parce que lui, quand il te coupe l'œil, c'est toute la haine qu'il a déversée sur toi, du moins qu'il portait contre toi, qu'il ait déversée sur toi à travers ses gestes, et dont les vibrations partent de cette haine, de son mécanisme haineux, pour pouvoir t'atteindre. Alors, si tu es réceptif, c'est tant pis pour toi. Mais si tu n'es pas réceptif, ça peut provoquer un choc en retour. Ou alors, ça ne peut rien provoquer. Parce que vous n'êtes pas dans une situation de émettre des énergies opposées comme pour contrer ces énergies négatives. Vous êtes dans une position de quelqu'un qui a une force protectrice de par son aura qui se fait bouclier en vous. Voilà à peu près comme ça, comme ça que les choses se passent. Voilà. D'accord. Mais vous avez dit tout à l'heure que même la jalousie pourrait causer des dégâts auprès de celui qu'on jalouse, même involontairement. C'est-à-dire que le fait que je vous jalouse vraiment involontairement pourrait être désavantageux pour vous. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Parce que derrière la jalousie, il y a toujours la haine. Et la haine est le carburant de l'énergie négative du sorcier. Donc, c'est un élément qui émet par essence des vibrations qui sont de nature à être adhésives pour les gens qui ont un organisme disons, fertile. Parce que c'est comme un terrain où on doit recevoir l'arachide, on doit planter de l'arachide. Si le terrain est fertile, il y aura beaucoup de graines d'arachide la récolte prochaine. Pour un petit panier d'arachide, vous pouvez récolter des sacs d'arachide. Mais si le terrain n'est pas fertile, il y a des risques que vous n'ayez même pas récolté deux paniers sur un panier cultivé. Alors, donc, il y a des gens qui sont réceptifs. Hein? C'est pourquoi la majorité des gens qui vont à l'église restent calés là-bas. Parce que souvent, c'est des milieux envoûtants. Il y a deux types d'envoûtement.
il y a le type d'envoûtement où on a mis en place un mécanisme occulte d'accaparement des âmes. Et il y a un autre aspect que le discours qui se dit là-bas correspond à votre nature de fainéant, qui ne veut rien faire, qui ne veut pas travailler et qui attend tout de Dieu. Bon, donc, ce genre de discours, ça vous amadoue et ça fait en sorte que quand vous tombez sur un bon rangueur de foule, quelqu'un qui vous hypnotise, alors résultat, vous vous accrochez à ses lèvres et vous écoutez des discours et ça vous plaît d'aller écouter ces discours, d'aller écouter comme une musique. Parce que n'oublions pas, comme les gars, les conteurs là qu'on appelle les humoristes, bon, lorsqu'ils réunissent les gens dans une salle, mais qu'est-ce qu'ils écoutent? C'est un discours. Et ces discours, c'est même des choses qu'on connaît. Hein? C'est comme vous lisez un photoroman ou bien vous voyez un film dans vos histoires de télé là, où le Congossa qui est dedans, c'est ce que vous causiez même avec votre ami l'autre jour au bureau contre une autre de vos copines. Alors, la même histoire vient dans un film, mais attends, ça vous fait plaisir d'écouter. Bon, c'est exactement ça. Et là, ce n'est pas la spiritualité, c'est la divagation. Voilà. Mais professeur, vous avez dit tout à l'heure que quand on vous coupe l'œil, comme vous avez l'expression que vous avez employée, si vous êtes réceptif, ça passe, les énergies négatives vont vous atteindre, et si vous ne l'êtes pas, rien ne se passe. Tout à l'heure, vous nous aviez fait savoir que on mange mal et donc on est susceptible d'être réceptif. Maintenant, celui-là qui n'est pas réceptif, alors que faut-il faire pour ne pas être réceptif en plus de bien manger ou alors en dehors de bien manger? Alors, la première chose, c'est de se nourrir beaucoup de l'oxygène, donc de faire des exercices respiratoires qui vous purifient le sang et de boire beaucoup d'eau en journée. Alors, si vous avez un rythme respiratoire qui permet à ce que vous vous purifiez, que la capacité de vos poumons puisse être utilisée, bon, parce que les poumons qui sont les soupapes, c'est à peine qu'on utilise les 1 millième de sa capacité. Alors, si on peut aller à plus de 50 sur 1000, on commence déjà à être intéressant, parce que plus les poumons travaillent normalement, plus le sang est bien oxygéné, moins le corps a des problèmes. Parce qu'au niveau des capillaires, qui sont pulmonaires, et hépatites et tout, c'est-à-dire des zones de filtre, alors une bonne oxygénation du sang provoque à ce que ces filtres-là puissent se libérer. Là, on a très peu de maladies respiratoires, on a très peu de problèmes hépatiques, et rénaux, etc. Parce que le sang est propre et la circulation du sang se fait d'une manière optimale. Voilà. D'accord. Donc, on va revenir pour une autre série de questions. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et on revient juste après. Oui. Ça dit bien. Il t'est quand même. Tout le monde va passer. Appelle Amoudé. Que vous seul, hein, Non, tu passes. jamais, Tu passes. jamais, jamais, moi je fais pas ça là. Appelle Amoudé. Si j'ai pris quelque chose dans cette maison qu'on m'a pas donné, Balé n'a qu'à m'attraper. Elle a retenu la leçon. Si je n'ai rien pris aussi, Faut dire si je volais quelque chose aussi. C'est ce qu'elle a dit. c'est ça, si j'ai pris quelque chose qu'on m'a pas donné, quelque chose dans la maison ici, on t'a pas donné, puis tu as pris. c'est comme tu as voulu. Ding-dong. Ding-dong. Ah, ça a fait couler en même temps. Moi, j'ai la conscience tranquille. Allez là. Viens. Ça va bien, là, une fille. Si j'ai pris quelque chose dans cette maison qu'ils ne m'ont pas donné, Voilà.
Balai n'a qu'à m'attraper. Si je n'ai rien pris aussi, balai n'a qu'à me laisser. Merci. Voilà. Ça l'a attrapé. Tu as vu? Vous avez vu, non? Là, tu as vu? Sawaret. Sawaret. Vous avez vu? Sawaret. Dès qu'elle s'est assise, par ses yeux déçus, parce qu'elle a eu peur. Tu as vu, non? Même, Même, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça n'a pas d'air. C'est bon, maman. Alors, nous voici de retour sur ce plateau du Monde Inconnu. Alors, professeur, dites-nous, est-ce que ces balais qui attrapent, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. C'est vraisemblable. Si deux balais arrivent à immobiliser quelqu'un qui ne peut pas bouger, parce qu'on est en train de vouloir détecter qui a fait quoi. Dans un milieu donné, il y a une première femme, une deuxième, une troisième, ça l'a pris. Alors, on peut croire que c'est l'amusement, mais ce n'est pas l'amusement. C'est la vraie justice. Parce que si vous faites une voyance, vous dites que quelqu'un a volé, il faut prouver, il faut le prouver. Si vous faites une voyance, vous dites que quelqu'un a attaqué l'autre à la sorcellerie, il faut le prouver. Mais si vous utilisez des outils ancestraux qui ont été combattus par les églises, par la religion, par la colonisation religieuse et tout, qui ont fait en sorte que les palais de justice sont devenus les palais d'injustice, alors, résultat, l'Afrique, on n'a plus rien. Donc, on essaie de montrer des choses comme ça pour que les gens comprennent qu'il y a quand même, ou il y a eu, quelque chose en Afrique. Parce que, vous voyez, si une personne ne peut pas prouver son innocence, la personne ne va plus faire ce qu'elle faisait avant. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui où on prend quelqu'un la main dans le sac, pour le peu qu'il s'en sort du coin où il est pris en flagrant délit. Arrivé déjà au commissariat, commence à nier qu'on le tape pour rien, qui n'a rien fait. Et là, le commissaire ne comprend plus rien. Bon, il a bien besoin de le punir, mais il peut se dire que ce que dit le gars est vrai, parce qu'il peut dire que c'est une famille qui est montée le coup pour qu'on le lynche. Et il n'a rien fait. Alors que là, c'est une justice qui n'a pas besoin de preuves. La preuve, c'est toi-même. Lorsqu'on te prend dans ces balais, tu racontes tout ton forfait, toi-même. Tu n'as pas besoin de... La preuve, la fille qui est prise riait, croyait que c'est le jeu. Alors, quand son tour arrive, elle prête serment comme tous les autres. Si c'est moi qui ai pris, si c'est moi, que le balai me prenne. Les autres l'ont dit, le balai ne les a pas pris. Pourquoi ça doit la prendre? Donc, elle doit dire la même chose. Quand elle est prise au piège du balai, alors là... Mais professeur, est-ce que ce sont des balais ordinaires? C'est des balais, en fait, ordinaires parce que les mêmes balais, le même matériel peut servir de balai pour nettoyer la cuisine, pour rendre propre un tapis, c'est pas moi quoi. Donc ça veut dire que ceux-là, on ne les utilise pas pour balayer? Mais ceux-là sont derrière une formule. Cette formule est métaphysique. Voilà, elle est occulte. D'accord, donc alors, ça veut dire que on prend deux balais et puis on fait des invocations. Bon, disons, on fait des invocations ou pas, mais disons qu'il y a une formule. Ces balais-là sont des balais appropriés pour ce genre de travaux. Comme les balais pour balayer la cuisine ou la moquette ou quoi sont appropriés pour balayer les moquettes. Donc c'est en fait un balai, mais ce ne sont des balais, mais ce ne sont pas des balais. C'est des instruments pour scanner le mal, hein, pour savoir donner la preuve à une situation où le doute était l'élément qui allait s'aimer de troubles. Alors, une fois arrêtée comme la jeune dame, qu'est-ce qui va arriver à cette Alors, si rien ne lui arrive, mais si c'est quelque chose que tu as pris de l'argent de quelqu'un, tu es obligé de remettre. Si tu as utilisé, tu vas remettre parce que là, tu prends acte que tu es endetté.
Et là, tu vas donc reconnaître par écrit que je dois tel montant à telle personne. Parce qu'en fait, ce système-là permettait à ce que justice soit rendue. Hein? Ce n'était pas une justice où on va monnayer. Non. D'accord. Alors, on va répondre à la question comment éviter de se faire marabouter, mais avec la page pratique que nous allons proposer à nos chers téléspectateurs. Page pratique. Dans votre lieu de service, vos collègues, qui sont dans la plupart des cas vos amis, convoitent votre poste. Au marché, vos voisins avec lesquels vous partagez la même activité estiment à un moment donné que vous avez plus de clients. La situation est encore plus grave quand il arrive le matin que vous trouviez des gris-gris devant la porte de votre magasin, du bureau ou même sur votre table de travail au bureau. Que faire? Ne plus aller à ce lieu de travail, fuir votre boutique, et après avoir fui, comment allez-vous vivre? La solution ne serait certainement pas de prendre la fuite, de tout abandonner. Mère Nature a tout mis à la disposition de tous, entre autres des outils pour contrecarrer la convoitise des uns et des autres. Il faut simplement être sûr que vous êtes attaqué. Tout doit commencer par un bon diagnostic. Sinon, votre boutique est en proie de mauvais œil ou d'une quelconque manigance occulte. Il est simplement impératif de respecter la nature et de vivre en harmonie avec elle. Voici quelques astuces. Prenez le sel en premier. Ces minerais que nous utilisons pour assaisonner nos sauces peut nous être utile non seulement pour diagnostiquer un sort, mais aussi pour le contrer. En effet, le sel est un détecteur de mauvais sorts et permet également à protéger quiconque contre les sorts. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Voyons autre chose, l'œuf. Il nous sert pour nos omelettes ou à argumenter nos hors d'œuvre. Il est aussi utile pour nous mettre à l'abri des convoitises, des manœuvres maléfiques et sorts jetés. Cependant, il n'est pas question d'utiliser les œufs non fécondés qui pullulent les étagères de nos supermarchés. Un autre élément qui nous accompagne parfois au quotidien, la bougie. Nous l'utilisons en cas d'obscurité. Elle peut permettre aussi d'illuminer nos commerces ou nos affaires lorsque celles-ci sombrent dans les ténèbres à cause de l'envoûtement ou d'un sort. Précisons que Dame Nature met à notre disposition autant de produits que nécessaire pour nous aider à contrecarrer les sorts et les convoitises de nos semblables. Tout se passe par des rituels. Ils doivent être faits avec fermeté et non par plaisir. Surtout pas dans le sens de nuire à autrui. Que ce soit les rituels de délivrance ou de guérison, rien de tout cela n'exige une grande expérience, mais doit simplement se faire avec détermination. Le résultat étant obtenu au travers de la confiance en soi et de l'amour de faire du bien. Alors, j'espère que nos téléspectateurs ont pris note, mais nous allons quand même revenir au pif parce qu'il faudrait qu'on prenne les messages de nos téléspectateurs. Quand on parle par exemple de l'œuf, comment est-ce que ça se passe avec l'œuf? Bon, disons que il y a l'œuf pour l'amour, c'est-à-dire puisque l'amour fait en sorte que une fille ou un homme, un garçon que vous aimez, vous puissiez l'avoir dans vos bras. Nous n'allons pas donner la recette exacte parce que l'avertissement qui est donné
dans la page, dit bien que tout doit se faire dans le sens du bien. Alors, celui qui encourage le mal fait aussi le mal, partage le karma avec celui qui fait le mal. Mais on peut quand même expliquer que si vous aviez l'œuf à votre portée et que vous aviez un problème qui vous embête au travail, vous prenez l'œuf, vous parlez à l'œuf, et vous mettez ça sur un plat pendant 1 heure du temps, vous revenez sur ça une deuxième fois, une troisième fois, après vous piétinez l'œuf là. Hein? C'est-à-dire vous déposez ça au sol et vous piétinez pour écraser, comme pour dire que le problème qui vous embêtait au travail est écrasé. C'est ça que vous écrasez comme ça. Alors, un grand changement va s'opérer dans votre lieu de service. Pour le peu que ce que vous menez comme action, c'est pour le bien de tous, en commençant par d'abord le bien collectif, parce que s'il y a un mouchard qui met des gens en difficulté avec le patron, et que le patron est naïf parfois, parce que parfois certains patrons ont besoin de ces mouchards pour que, on dit, il faut diviser pour mieux régner. Pour mieux régner, tout à fait. Alors si tout le monde s'entend, on peut s'entendre même à voler tes outils de travail. Mais s'il y a des gens qui ne s'entendent pas avec les autres, ils sont là comme s'ils surveillaient les autres. Et ça arrange le travail. Alors dans ces cas, il ne faut pas être parmi les voleurs des outils des gens et empêcher qu'on ne moucharde. Et le voleur des outils de travail, des instruments de travail, et empêcher qu'on ne moucharde en allant faire la pratique de l'œuf. Non. Mais plutôt le genre de mouchard qui empêche à ce que le travail se passe en harmonie. Bon, les gens ne sont pas ensemble et n'arrivent pas à être productifs. Ça empêche même à ce que l'outil de production auquel se travaille là ne puisse apporter une certaine évolution pour l'entreprise, pour ne pas dire pour le patron, lui aussi, qui a son mouchard, lui ne le sachant pas. Alors, il se contente qu'il a une équipe où il y a des mouchards dedans dans chaque groupe. Mais pourtant, c'est ces mouchards-là qui travaillent plus et qui font du très mauvais travail parce qu'ils bénéficient du soutien du patron. Avantages. Et alors, l'entreprise n'évolue pas et les gens sont mal payés. Là, dans ces cas, vous utilisez l'œuf en implorant à ce que la situation s'améliore, ça va s'améliorer. Mais est-ce qu'il s'agit... Parce que le patron va commencer, à un moment donné, à appeler un mouchard et lui poser la question que toi-même là, tu me dis toutes les choses. Toi-même là, moi je te suspecte quelque chose. Et après, il dit, je vais mettre quelqu'un derrière toi pour qu'on me dise aussi ce que tu fais. Quelque chose qu'avant, il n'arrivait pas à faire. Mais professeur, est-ce qu'il s'agit de prendre n'importe quel œuf? L'œuf de poule de village, comme nous on parlait dans notre jargon africain, dont l'œuf fécondé. Fécondé. Non, pas l'œuf non fécondé, parce que les œufs industriels des agriculteurs où on a fait une certaine provence qui a remplacé le coq, et les œufs sont pondus tranquillement. Bon, parce qu'on a beau dire que la poule a toujours ses œufs, mais dans les villages, on n'a jamais vu une poule faire des œufs sans le coq. Tout à fait. Voilà, c'est pourquoi moi je parlais de la poule du village. D'accord. Donc, si la technique nous le permet, on va lancer le SOS des téléspectateurs et on revient pour répondre aux différents messages, aux différentes questions qui nous sont posées par les téléspectateurs. Alors, bonsoir. Comment savoir si on est bloqué dans sa vie et comment se délivrer sans passer par un marabout? Malheureusement, le message n'est pas signé. Alors, on a expliqué tout le long de l'émission comment on peut se bloquer sans passer par le marabout ou bien un guérisseur, en parlant de l'alimentation, en essayant d'expliquer
comment on peut mener une vie saine en essayant de parler de l'état d'esprit de tout un chacun, parce que un peu au début on a dit que c'est des personnes qui sont dotées d'un esprit faible et qui sont faciles à être pris dans le piège de ces malins qui sont les sorciers ou bien des pratiquants de la magie noire. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des nuits perturbées? Alors, pour avoir des nuits perturbées, il faut d'abord que vous n'ayez pas de problème. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai une chronique et que je ne suis pas inspiré, j'ai les nuits perturbées parce que tant que je ne trouve pas de l'inspiration, je ne vais pas bien dormir. Bon, donc, il faut tout dégager de votre tête, oublier que vous dormez affamé souvent, dire que je dors affamé aujourd'hui, certes, mais demain, je ne vais plus dormir affamé. Ou bien, même si je dors affamé, demain, un jour, je vais manger. Donc, les perturbations, souvent, proviennent du fait que dans le cadre matériel de sa vie, il y a des manquements. Bon, il y a aussi des perturbations d'insomnie qui proviennent de la mauvaise circulation de l'énergie et même du sang. Alors, lorsque vous aviez un côlon bourré, c'est-à-dire le gros intestin rempli de caca, hein, et que cela perturbe le fonctionnement du foie et autres, il est fort probable que vous ayez des cauchemars ou alors que vous ayez des insomnies qui ne peuvent être réparées que lorsque votre tube digestif sera libéré de ces déchets. Et comment faire? Parce que Guy pose la question de savoir comment faire pour passer une bonne nuit sans attaque mystique de mauvais esprits. Bon, mais là, il faut d'abord déjà voir si ces attaques-là sont des attaques, parce qu'il y a des cauchemars qui proviennent, comme je venais de dire tout à l'heure, du fait de la constipation. Si vous ne constipez plus, c'est déjà comment faire. Donc, vous avez fait quelque chose et qui fait en sorte que vous n'ayez plus ces attaques. Parce que vous n'êtes pas un champ de jeu pour ceux qui vous attaquent ou ceux qui attaquent les gens dans la nuit, lorsque vous ne vibrez pas négativement. Parce que quelqu'un qui s'est bourré d'alcool et tout, et qui ronronne comme un chat toute la nuit, ou comme un moteur, ou les gens qui n'ont pas pu dormir avant ne peuvent plus dormir jusqu'au matin, où on est obligé de le réveiller de temps en temps, ou même tu le réveilles, lui il reprend le sommeil avant toi, et finalement tu ne dors pas. Alors ce genre de brouhaha, hein, c'est du genre tel que cette personne est un champ de jeu occulte pour des personnes qui sont en aventure par là et qui trouvent donc un bon terrain de jeu. Voilà. Et là, on ne peut rien pour vous. On ne va pas vous dire qu'il faut venir, on vous donne un principe. Non, il faut purifier d'abord votre façon de vivre. D'accord. Alors, Monsieur Ibrahim, depuis la Côte d'Ivoire, voudrait savoir pourquoi il vous pose la question, pourquoi quand il a un projet sur lequel il travaille et qu'il y pense beaucoup, il échoue, ce projet échoue. Parce qu'il y pense comme il ne faut pas. Alors, comment on fait des projets pour que ça réussisse? On fait les projets pour que ça réussisse comme une lettre qu'on met dans une boîte. Lorsque vous écrivez à quelqu'un qui est dans un autre pays, du moment où vous prenez la lettre, vous vous focalisez sur ce que vous devez dire à cette personne. Et là, vous êtes totalement en train de vibrer de façon à ce que ces vibrations s'impriment en même temps, dans le même temps que vous écrivez. Bon. Alors, ça veut dire que le papier, là, a votre image déjà en subtil. C'est-à-dire votre image y est collée. Et l'écriture est l'ambassadeur de cette image. Et la lettre est déjà quelque chose qui doit obtenir de réponses absolument. Alors, maintenant, vous mettez ça sous enveloppe et vous mettez ça dans une boîte et ça part. Vous n'entrez pas dans l'enveloppe. Vous entrez dans la boîte. Vous êtes dans les sacs de la poste. Vous vous retrouvez là où la lettre arrive de l'autre côté et les postiers sont là en train de déballer. Vous êtes dans les emballages et puis vous êtes devant le patron
du moins le monsieur qui doit recevoir la lettre, et dont vous avez besoin de répondre, je vous dis, dites, répondez-moi tout de suite. Ça ne peut pas marcher. C'est comme vous prenez les enfants qui sont mineurs, vous mettez dans un train, et vous leur dites, quand vous arrivez à tel endroit, c'est la destination. Vous ne commencez pas à dire, ouais, ils vont arriver, ouais, pourquoi? Il fallait ne pas les envoyer. Mais dès que vous les mettez dans le train, sans même savoir que dans ces wagons, dans cette voiture, il y aura quelqu'un qui descend à cette gare. Il s'assied. Les contraintes professionnelles obligent à ce que tu fasses cela comme ça. Ce n'est pas de l'aventure ou bien de l'irresponsabilité. Alors, vous transposez avec ces enfants à destination, vous les déposez par télépathie, comment on peut appeler ça, pas télépathie, par votre pensée. Oui, par votre pensée, par téléguidage, voilà. Et vous les déposez à la gare de destination. Du moment que vous sortez du train où vous les voyez assis, ils sont déjà à destination. Vous rentrez travailler. Le soir, on va vous dire, oh, les enfants sont déjà là, ils sont bien arrivés. Mais si votre cœur, vous ne travaillez pas toute la journée, vous dites, ouais, vraiment, vous téléphonez, le train est déjà arrivé, on dit non. Alors, c'est que vous cherchez l'accident à ces enfants. Voilà. Alors, bonsoir professeur, y a-t-il une recette pour attirer la clientèle dans son commerce? C'est Pierre Minko qui nous écrit. Il y a toujours des recettes. Moi-même, je ne les fais pas. Bon, parce qu'il faut le diagnostic. Moi, je ne donne pas des recettes comme pour être sensationnel. Sinon, moi-même, j'aurais trop de clients. Parce que j'ai aussi une activité. J'ai bien besoin que j'ai 100 000 francs toutes les 15 minutes. Ou toutes les 1 heure, toutes les 1 minute. Bon, donc, il faut faire le diagnostic. Il faut savoir pourquoi vous n'avez pas de clients. Et là, à partir de là, on peut vous donner une recette si le pronostic, c'est la recette. Alors, bonsoir, c'est toujours un réel plaisir de vous suivre et d'apprendre du professeur. Moi, j'ai 2 préoccupations. La première, compte tenu de tout le mal que le christianisme a fait à l'Afrique, j'ai renié l'existence de Jésus. Cependant, je reste très attaché à la prière, laquelle j'appelle Dieu comme un déiste sans intermédiaire. Quel est le danger? Par ailleurs, la deuxième question, je crois que je n'ai plus de repères si ce n'est croire à des dieux africains. Brandi à l'exemple d'Odin Osiris, vivant, que faut-il faire pour être proche de l'enseignement du professeur? C'est Olanga depuis Yaoundé. Alors, disons que vous ne courez aucun danger de croire en Dieu. Parce que même ces blancs-là, Pascal ne croyait pas à l'église, il croyait en Dieu. Il disait qu'il il ne paie rien à croire en Dieu. S'il meurt et que Dieu n'existe pas, il n'y aura personne pour lui demander pourquoi croyais-tu à moi. Bon, mais si Dieu existe, il aura raison d'avoir cru. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les grands penseurs ont eu du mal à s'aligner. Parce qu'à cette époque-là, l'Europe était sous le joug de la papauté et toute l'Europe était catholique presque. Alors, mais certaines personnes ne voulaient pas de ça. Alors, l'Afrique est devenue héritière de cette histoire. C'est nous qui enseignons même Jésus aujourd'hui aux Européens. Résultat, moi je pense qu'on ne peut rien à croire en Dieu et à prier. Mais sauf que la prière a un problème. Avant que nous ne pensions même à quoi que ce soit, Dieu pense déjà à ça. Avant que nous n'ayons envie de quelque chose, Dieu sait déjà ce dont nous avons envie. Alors, ce n'est pas en utilisant des jolis mots, le roi des rois, le père des pères, un grand architecte, sans toi je ne serais pas en vie, je te remercie que tu m'aies donné encore la vie aujourd'hui, et tout. Toutes ces flatteries-là, Dieu n'est pas incorrompu. Bon, comme brûle l'encens, comme moi je le fais souvent, c'est pour harmoniser les lieux et pour faire en sorte que les ayants négatifs ne viennent pas à m'empêcher à ce que je me concentre. Mais ce n'est pas parce que je fais des sacrifices au nom de Dieu, parce que Abraham en a fait. Non. Résultat, chaque époque a ses problèmes. Les anciens faisaient des sacrifices par rapport à certaines divinités.
Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il est omniscient, omnipotent, tout-puissant. Nous sommes comme sur les rails. Sans le directeur du chemin de fer, le train va arriver à destination, partant d'un point à l'autre. Il y a même des trains qui se pilotent automatiquement. Bon, donc, nous sommes sous le contrôle de Dieu. On n'échappe pas le contrôle de Dieu. Résultat, nous devons nous harmoniser. D'où la méditation prend la place de la prière. C'est-à-dire, il faut méditer, il faut t'harmoniser, il faut créer un lien, établir une communion avec les forces, comment on peut dire, naturelles, en respectant les lois de la nature, pour que ces liens-là puissent synchroniser et qu'il y ait affinité entre ces forces et nous. Voilà ce que nous devons faire. Là, ça s'apprend au cas où vous n'êtes pas né avec. Je l'ai dit aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont initiés du fait de leur naissance. D'autres, au cours de cette vie, seront appelés à être initiés. C'est comme les gens. Il y a des gens, quand il est à l'école, lorsqu'on dit 1 plus 1, il n'est pas d'accord. Bon, mais l'autre répète ça. Et puis, quand il n'est pas d'accord, on le sort. Même jusqu'à l'université, il y a des gens que c'est un théorème ou théorie, c'est pas moi quoi. Quand on les émet, lui, il n'est pas dans ça. Et deux fois, ça l'énerve et il ne vient pas au cours. Et c'est ses parents qui souffrent parce qu'ils payent les cours là pour rien. Voilà. Donc, c'est comme ça la vie. Alors, bonsoir professeur. Pourquoi de nombreux grands maîtres préconisent le régime végétarien pour augmenter leur énergie? Et également, pourquoi la consommation de la viande et du poisson augmente le karma? Alors, nous sommes, il y a 3 règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Alors, si nous voulons nous alimenter, nous devons nous alimenter de ce qui est moins proche de nous, c'est-à-dire de ce qui est de la végétation, parce que lorsque vous prenez une botte de laitue ou bien de lait, alors vous prenez la vie. Parce qu'une herbe, on peut couper une tige, on met dans le sol, ça pousse. Mais vous ne pouvez pas couper un morceau de viande, je ne sais pas moi quoi, le bras, la patte, voilà, la patte d'un gibier ou bien d'un mouton. Vous obtenez quelque chose et qui vit encore. Non, c'est quelque chose qui émane d'un cadavre. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire ceci. De la mort vient la mort, de la vie vient la vie. La mort ne peut pas donner la vie. Nous mangeons pour vivre et non vivre pour manger. Si nous mangeons pour vivre, le principe consiste à ne manger que ce qui va vivifier notre corps. Alors, vous ne pouvez pas manger un chien mort et obtenir la vie de ça. C'est pour cette raison qu'on condimente les nourritures depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis l'âge de la pierre taillée, lorsque l'homme découvrait le feu. Parce qu'il commence à manger des viandes en les exposant au soleil. Et sa dentition à l'époque était adéquate, c'était fait pour ça. Aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps passe, que nous devions évoluer spirituellement, nos dents ne se prêtent plus à certaines consommations. Alors, ce qui montre que nous avons une constitution, disons physique, inadéquate par rapport à l'évolution que nous avons atteinte. Et le problème se pose que nous tombons plus malades aujourd'hui qu'hier. Alors, donc, quand on veut manger de la viande, on doit se poser la question que quand il y a des cadavres dans un accident de circulation et qu'il y a des blessés, est-ce qu'on peut prendre un membre du corps de l'accidenté, du cadavre, le pied amputé de l'accidenté, on prend ça, on greffe, et le gars commence à marcher comme une pièce de rechange. Alors, la vie n'étant plus sur le cadavre, rien de ces cadavres ne peut donner satisfaction à un blessé. Comment pensez-vous que quand on va mettre dans la bouche, que ça va alors revivifier quoi? C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de protides, jamais des protéines.
Parce que là, c'est une confusion qu'on fait avec des salles diététiciens et de la formation livresque qui viennent nous dire dans les télévisions et des radios qu'il y a des protéines animales, des protéines végétales. Il n'y en a pas. Il y a les protéines animales, point. Dans la végétation, il y a les protides. C'est grâce aux protides qui sont les matières premières que le corps peut transformer dans ces éléments, ces nutriments, les nutriments émanant ou issus de ces protides pour obtenir des protéines qui vont faire donc partie de nos cellules. D'accord. Voilà. Alors, on a un message. Comment contrôler un pouvoir naturel? Malheureusement, le message n'a pas été signé. Alors, contrôler un pouvoir naturel, c'est comme contrôler le pouvoir de la mer qui fait des marées hautes et les marées basses. Donc, c'est trop compliqué. Il ne faut pas poser des questions qui vont m'embarrasser. Moi, je sais que pour contrôler tout pouvoir, il faut d'abord avoir l'autocontrôle. Il faut que tu connais toi-même afin de connaître Dieu. On ne peut pas aller au-delà de soi, connaître toutes les choses alors qu'on ne maîtrise même pas qui nous sommes. D'accord. Alors, où trouver votre produit Kassimuna? Le message n'est malheureusement pas signé, mais il vient d'un téléspectateur de Yaoundé. Alors, Kassimuna, c'est en appelant un numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran hors antenne, qu'on vous dira où est-ce qu'on le trouve. Voilà. Alors, salut s'il vous plaît, j'aimerais savoir si les couches de nuit peuvent déranger l'homme. Le message n'est pas signé. Peut déranger l'homme comme la femme. Peut-être homme avec grand H, ça dérange parce que ça empoisonne l'organisme de l'individu. Beaucoup de gens en deviennent malades. Donc les couches de nuit ne sont pas des choses anodines qu'il faille laisser traîner comme ça. Il faut chercher les causes de ces couches de nuit et comment les éradiquer. D'accord. Alors, bonsoir. Comment faire pour vous rencontrer car je suis victime de maraboutage? À l'allure où les choses vont, je risque de me retrouver au chômage. Le message n'est malheureusement pas signé. Alors, on peut me rencontrer en appelant au même numéro qui vous a permis d'avoir, de nous envoyer le message. Et là, hors antenne, on vous dira comment me rencontrer, voilà. Alors, bonsoir madame. L'histoire de balai est fausse car moi j'ai été victime après. On a retrouvé le voleur. C'est Idriss qui nous écrit. Ouais, l'histoire de balai est fausse. L'histoire de grains de maïs, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Mais ce n'est pas faux pour celui qui a la tradition de ça. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent des faux patriarches aux vrais patriarches. Nous avons dit ça ici à cette antenne, qu'il y a des gens qui portent des sacs, qui ont les reliques de leurs ancêtres, mais ils ne savent rien de la végétation. Il est médecin, il choque les antibiotiques aux gens et tout. Il ne peut pas, à partir de la géologie occulte que connaissait son père ou parmi les éléments géologiques, il y en a d'autres qui sont dans son sac. Il ne sait pas comment les utiliser parce qu'il y a des pierres, lorsque vous les mettez dans de l'eau, vous les buvez, vous chassez les sorciers. Il y a des pierres, en mettant ça dans de l'eau et en donnant ça à son enfant, l'enfant devient intelligent à l'école. Donc, il y a des choses que quand on sait la formule qui est derrière ça, ça marche. Mais dire que c'est faux parce que vous êtes tombé chez quelqu'un qui rigolait. Il y avait une personne ici à Douala qui faisait les grains de maïs. Il faisait le principe de ces grains de maïs, mais ça n'attrapait que les gens qui avaient peur. Lorsque vous venez là, nombreux, bon, si on met ça à quelqu'un, il n'a pas peur. Bah. Bon, fin de compte, cette personne-là, son activité en est morte. Bon, donc ce n'est pas une histoire que j'ai dit que tout est juste, non. Mais ça existe et ça fonctionne. Voilà. D'accord. Alors, un dernier mot, professeur, pour éviter de se faire marabouter dans nos lieux de service et dans nos commerces. Alors, disons que le dernier mot, c'est que
continuer à suivre cette émission parce que ça risque d'être long. Nous sommes en train de grignoter le temps. D'accord. Voilà, continuez avec nous pour les prochaines éditions. Vous aurez le meilleur est à venir, comme on dit souvent, quoi. D'accord. Donc, moi, je vais, avant de vous dire au revoir, juste vous dire, n'oubliez jamais que c'est notre façon de vivre qui va déterminer notre avenir et surtout nous préserver de la convoitise ou de quoi que ce soit. C'est vrai, il y a autre chose en dessous, mais commençons d'abord par avoir une certaine hygiène de vie. Je vais donc vous souhaiter de passer une excellente soirée. J'ai été ravie de vous avoir ce soir. Vous avez la possibilité de revoir votre émission d'Air Demain sur YouTube. Quant à vos messages, rassurez-vous, vous aurez des réponses dans la semaine ou alors d'ici mardi. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h sur la même chaîne, Canal 2.